Le cinéma, Léa, ce matin, vous recevez un réalisateur. Bonjour Albert Dupontel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un animal et un personnage historique, vous seriez quoi? Alors, un animal, j'ai réfléchi, une éponge, c'est bien, ça dérange personne. Et un Dans personnage dans les historique? tropiques, si possible. Léonard de Vinci, je referai des trucs que j'ai un peu ratés. Je trouve que Mona Lisa louche, donc discrètement, je reviendrai corriger le tir. Ouais. Pensez-vous, Albert Dupontel, que la seule façon de renverser le système, c'est d'appartenir au système? Cette phrase, elle vient d'un documentaire que j'avais vu pour l'initiative de ce film. C'était sur Robert Kennedy, que je vous recommande en 4 épisodes. Et on a vraiment quelqu'un qui, au départ, est assistant de McCarthy, donc on va dire un démocrate dur, fils de l'upper class, et qui, en 10 ans, voit son frère assassiné, comprend certainement ce qu'est le système, puisqu'il y appartient. Et juste avant sa mort, c'est un des premiers défenseurs des droits civiques, etc. Voilà, d'où cette phrase. Cette De- phrase qui est mise en exergue de votre nouveau Voilà, film, je et précise. aussi pour créer un petit peu d'empathie sur un personnage au début un peu minéral, un peu froid, un peu normal, on va dire. Un peu normal. Pour la politique, oui. La politique, c'est effectivement sans doute votre film le plus politique, le plus directement politique, je C'est peux le un, dire comme ça? c'est un décorum, j'ai pas de position politique, j'ai jamais voté, je suis un mauvais citoyen, mais c'est un décorum dans lequel il se passe une campagne électorale. Et comme vous avez pu le voir, très vite, ça devient des histoires personnelles et intimes. Alors justement, c'est donc votre nouveau film après les succès d'Au revoir là-haut et d'Adieu les cons. Voici Second Tour, c'est comme ça qu'il s'appelle. Un film que vous avez écrit et réalisé dans lequel vous tenez le rôle principal qui sort mercredi dans une semaine sur les écrans. Et on vous retrouve en grande forme dans cette fable politique, je le dis, cette satire décapante, grinçante qui n'épargne personne et surtout pas les puissants, les hommes politiques, les patrons du CAC 40, les journalistes également. Un film où transparaît aussi, comme toujours chez vous, de la tendresse, de l'humanité, un esprit d'enfance qui fait du bien en ces temps d'actualité violente et troublée. Ken Loach, que vous admirez, dit qu'avec ses films, il veut provoquer l'indignation du spectateur. Vous voulez provoquer quoi avec ce film? Moi, je considère que l'indignation est déjà là. Je cherche surtout à distraire les gens. Vous voyez, il y a un des deux cinéastes qui est un peu plus petit bourgeois que l'autre. Devinez lequel? Ken Loach. Non, surtout pas. Ne touchez pas au grand Ken. Mais quel est le message que vous Rien, voulez rien. envoyer? Parce qu'il y a quand même... Il y a des messages, mais c'est un commentaire de ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'enfonce les portes ouvertes avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, il y a un problème d'environnement. Oui, il y a une information qui est ou continue ou contrôlée. Ça dépend comment on formule. Oui, il y a une classe politique qui est un petit peu corsetée, etc., etc. Voilà, maintenant je pointe personne du doigt en particulier. Ah, là-dedans, je raconte vraiment ce que je voulais faire. C'est un roman de gare. Au mieux une fable, au pire un roman de gare. J'accepte les deux définitions, il n'y a pas de problème. Alors, je tente de résumer l'intrigue sans trop en dire, sans spoiler, comme on dit. On est dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Vous êtes le favori du scrutin, le candidat du système, du CAC 40. Il vous reste 14 jours pour gagner. Tout devrait bien se passer. Sauf que voilà, une journaliste politique télé, qui était jusque-là placardisée au foot parce qu'elle avait eu le malheur de faire un reportage sur les actionnaires de sa chaîne. Donc, Soi-disant sans le savoir. voilà, soi-disant sans le savoir, elle est en disgrâce. Elle est jouée par Cécile de France. Elle est rappelée finalement parce qu'il y a un Fait problème, divers, oui. pas un fait divers. Elle est rappelée pour suivre votre campagne. Et là, eh bien là, évidemment, elle va découvrir des choses. Elle va découvrir que vous avez des secrets. Elle va faire une enquête qui va bouleverser la donne politique. Et on verra si ça change le résultat final de l'élection présidentielle. Ça va très vite. On se croirait dans un thriller. Il y est question d'orphelinat, de complot, de hackers gluants. Au début de votre film, les journalistes n'en finissent pas de déplorer le fait que cette campagne présidentielle est chiante comme la mort, qu'on s'y ennuie, qu'elle est soporifique, ce qui rappelle évidemment ce qui s'est passé en 2022. Vous avez voulu écrire un film, une fable sur une campagne percutée par plein de rebondissements, des attentats, des mensonges, des coups de théâtre. Ouais, enfin, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes. Donc voilà, c'est vrai que la politique ne me passionne pas et passionne pas beaucoup les gens. Et on est en déficit de parole politique. Je parlais de Robert Kennedy tout à l'heure. Robert Kennedy, il y a un moment extraordinaire dans ce documentaire et dans sa vie. C'est quand il prend la parole dans un ghetto black à Indianapolis et il parle aux gens avec des mots d'une conviction. Il vient d'apprendre la mort de Martin Luther King et il leur annonce. Et c'est certainement la nouvelle la pire qui peut exister à ce moment-là, par rapport à cette audience. Et il prend la parole, il leur dit voilà, on a tué votre frère, on a tué le mien aussi, et c'est un blanc qui l'a tué. Donc c'est pas une question de couleur de peau, c'est juste une absence d'amour dans ce pays, etc., etc. Voilà, et la seule ville des États-Unis où il n'y a pas eu d'émeute ce soir-là, c'est Indianapolis. Donc la parole politique, quand elle a un poids, quand elle est convaincante, intelligente, elle a un effet. Voilà, c'est Vous peut-être de avez ça. raison de dire ça, parce que je pense que c'est un film sur la parole Bien politique. sûr, Avant ouais. même les engagements ou les plaidoyers pour une chose ou pour une autre, c'est un film sur la parole politique. Et vous prenez l'exemple de Robert Kennedy, c'est-à-dire que ce que vous dénoncez dans ce film, et chez les deux candidats officiels, dont l'un d'eux c'est vous, c'est comment cette parole politique est devenue mécanisée, écrasée par les éléments de langage, par une parole techno, Mhm. et comment quand un moment, parce qu'à un moment évidemment dans le film, sans spoiler, il va y avoir
L'arrivée de la sincérité au milieu de cette parole politique, et bien Enfin, comment bien sûr. ça change les choses. Bah oui, forcément, mais quand vous parlez de dénoncer, moi j'ai pas cette prétention-là, je veux distraire les gens, sincèrement, croyez-le ou non, hein. C'est un décorum, je fais un petit commentaire depuis quelques années sur le monde que je traverse, l'espace-temps que je traverse, vous voyez, et voilà, je cherche à dénoncer personne. Ken Loach est un cinéaste politique, moi pas. Un homme politique peut-il être sincère ou c'est trop dangereux? C'est difficile. Dans notre histoire, on a un homme politique qui est avancé masqué, c'est De Gaulle. De Gaulle, quand il dit «Je vous ai compris», qu'est-ce qu'il a compris? Que les colonies, c'est fini. Et pourtant, il est mis au pouvoir par des gens qui veulent que l'Algérie reste française. Et il les trahit, et puis après, ils ont cherché à le tuer pendant une décennie. Donc voilà, il y a déjà au moins un exemple dans notre histoire par rapport à ça. Donc, des fois, quelqu'un de convaincu peut mentir parce qu'il pense que la vérité est super, ça viendra plus tard, etc. C'est un jeu compliqué. C'est comme dans les médias, ce que je suis en train de faire ici, ce que vous faites tous les jours. C'est compliqué, là, pour le public. Surtout en ce moment, être dans la lumière, c'est compliqué. Donc, il faut faire attentif, il faut s'écouter, il faut se regarder. Et la sincérité, c'est pas forcément un mot qui colle avec ces adjectifs. Vous avez un truc de Chirac jeune dans la manière d'être. Vous l'avez travaillé, vous vous Non, inspirez dans non, non, cette non. manière de vous mouvoir, d'aller vers la caméra. Non, c'est juste que je les ai suffisamment vus, même quand j'ai plus de télé depuis un moment, mais j'ai Ça fait 25 ans que vous n'avez plus de Bah télé. ouais, mais ça me manque pas, je vous rassure. Je vous rassure, c'est tellement anxiogène. Je sais pas comment vous faites avec toutes ces nouvelles épouvantables tous les matins. Infirmiers, ils sont là, ils sont deux. Venez nous prendre, Venez les qu'on en chercher. finisse. Vous avez raison, c'est anxiogène. Ah ouais, c'est anxiogène. Ouais, ouais, non. Moi, j'ai des enfants, donc je cherche à les préserver déjà de mes anxiétés. Donc voilà, au moins un petit peu d'insouciance avant que la réalité les rattrape, quoi. Mm. Toute notre vie, c'est un dialogue entre Rimbaud et Newton. Laissons chez Rimbaud, je vais les laisser chez Rimbaud, puis Newton les rattrapera, quoi. Mm. Et toute votre vie, au fond, c'est de faire des films pour échapper à vos anxiétés et à vos Ouais, névroses, ou alors de mettre vos névroses dans vos ouais, films, comme vous le dites je souvent. les échappe pas, je les exorcise. Ouais, c'est une bonne façon d'exorciser. C'est plutôt sympathique. Voilà. La dernière fois que vous êtes venu pour Adieu les cons ici à ce micro, vous m'avez dit, un peuple qui réfléchit est un peuple qui peut C'est une désobéir. phrase de Voltaire. Ouais. Mm. C'est ce que vous espérez, faire Mais réfléchir? non, encore une fois, encore une fois, vous me prêtez une intention que je n'ai pas. Non, Si vous voulez, arrêtez sur ça, parce que c'est quand même un film, oui, bien sûr. mouillez-vous, c'est un Non, non, film mais où vous dites des choses, et notamment sur l'urgence écologique, votre mais manière je de filmer travaille, la nature, de dire les oui, mais choses. c'est simple à faire, si vous voulez, quand vous êtes convaincu par rapport à quelque chose. La crise environnementale, encore une fois, c'est un lieu commun. Tout le monde la raconte comme il a envie de la raconter. Moi, avec ce roman de gare, j'en profite pour raconter ça, et je voulais vraiment me faire une métaphore. Je vous ai raconté l'histoire véridique de Kennedy, sa prise de conscience. Il y a aussi une histoire de Engels et Marx, quand on voit qu'Engels a conscience de maltraitance des ouvriers par le propre usine paternelle, et quand il va financer et aider Marx à écrire Le Capital. Donc, il y a des exemples qui sont des raisons, comment dire, réelles, mais ça aurait été une portée morale. Et moi, ce que je voulais, c'était le roman de gare, je voulais la fable. Bien évidemment que ce que je raconte, tout le monde le connaît, et je passe par une histoire tarabiscotée en diable, Mm. grâce notamment à Cécile et à Nicolas Marié, qui résout ça par une enquête footballistique hautement Qui improbable. sont assez géniaux tous les deux, à la fois C'est super Nicolas acteurs, Marié ouais. et Cécile de France. Vous ne votez pas, Albert Non. Dupontel, vous êtes très concerné, très engagé, intranquille et inquiet face à la situation, et pourtant vous ne votez pas. Pourquoi? Bah, il y a une phrase de Desproges, si ça servait à quelque chose de voter, ça serait interdit. Ça, j'ai écouté ça, j'avais 18 ans. Ça m'a beaucoup marqué. La première fois, c'était Chirac-Mitterrand. Chirac, il était Premier ministre quand j'étais à l'école primaire, donc pour moi, c'était un cacochime quand on est jeune. Et puis Mitterrand, mon père est en Algérie, comme Mitterrand était ministre de l'Intérieur et de la Justice, il m'a dit il était au courant de ce qui se passait, il n'a rien fait. Donc les deux ont été décrédibilisés moralement, et j'aimais beaucoup mon papa. Donc voilà, depuis, j'ai pas eu l'occasion de changer d'avis. Vous parlez de Pierre Desproges, moi vous m'avez fait penser à Coluche. Ah bah, Coluche qu'on va écouter, qui était candidat à la présidentielle lui pour de en vrai. 1980, Oui. avant l'élection de Mitterrand. Je prends les voix des abstentionnistes. Personne ne les a jamais eus. Moi, je fais acte de civisme pour ces gens-là. C'est-à-dire que les mecs à qui je réclame de voter pour moi n'ont jamais voté. Comme moi, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai voté une fois quand j'ai eu ma carte parce que je voulais savoir si c'était utile. Et je me suis aperçu que j'avais voté pour rien. Et il y a des mecs qui ont voté pendant 30 ans pour rien. Il y a des gens qui ont voté à gauche alors que la gauche a jamais réussi à s'entendre parce qu'ils ont fait passer leur intérêt personnel avant les intérêts de la France, donc et des Français. Et puis ceux qui ont voté à droite, eh ben, ils ont bien vu que c'était pour rien. Ça vous fait mourir de rire, Bah Coluche? ouais. Moi, j'ai grandi avec Coluche, avec des proches. Je sais pas s'il pourrait avoir autant de paroles aujourd'hui, quoi. Ah oui, vous pensez? Ah bah ouais, ça rigole plus en ce moment. Vraiment, fou, là, ça fait Vous peur. pensez que Coluche aujourd'hui, ça pourrait pas Ah, il y passer? a des blagues, en tout cas. Moi, j'étais vraiment fan de Desproges, et j'avais des blagues qu'il faisait. Je pense qu'elle aurait des soucis aujourd'hui, ouais. Vous dites, vous avez donné une interview avant Inter, c'est à Thinkerview, Oui, où vous dites 2027, ça me fait flipper. oui, bien sûr. Ouais. Pourquoi vous flippez? Bah, il y a que les extrêmes qui s'expriment aujourd'hui. Il n'y a plus le fameux républicain centriste, objectif, sage, conscient.
conscient, je le cherche, je le trouve pas. Alors, les extrêmes montent, quand les extrêmes montent, c'est une catastrophe, c'est une minorité qui peut tout d'un coup avoir le pouvoir, quoi. Mais c'est déjà le cas, je crois que Macron a été élu par 18% déjà de voix, je crois. Voilà, oui, Macron, il est extrême. non, il n'est pas extrême. Il est extrêmement centriste, on va dire, avec ce que ça suppose de pseudo-objectivité. Je sais pas, Macron, moi, j'en veux pas des gens comme ça. Ils ont été formés pour faire ce qu'ils font. La question qu'on pose, notamment peut-être à travers ce film, c'est est-ce que c'est les bonnes personnes qu'il faut par rapport à l'époque qui arrive? Et je suis inquiet pour mes enfants. Voilà, la question elle est assez simple. Il a fait jusqu'à la semaine dernière, il faisait 28 degrés à Paris. Oui. C'est simple. L'équation elle est simple. Et bizarrement, c'est comme on cherchait à résoudre d'autres problèmes. Et celui-là, qui me semble-t-il, est majeur. Mais Ça, voilà. c'est quelque chose qui vous brûle Bah oui, intérieurement, c'est le cas de le l'urgence dire. écologique, et c'est Ouais. le cas de le Parce dire. que c'est Pardon pour le objectif, jeu je de comprends mots. en France pour que l'écologie est de gauche, par exemple. Puis quand on dit qu'elle est de gauche, elle est de gauche au sens caricatural. Hein. C'est même des fois ils font du tort à la cause qu'ils prétendent défendre. Je comprends pas tout ça. Je comprends pas la parole la politique politicienne réduit le débat à un débat justement juvénile et infantile. Et j'aimerais justement qu'on soit au-dessus. Je suis tombé l'autre fois il y a sur YouTube sur un 67 de Gaulle qui parle du capitalisme et ce vieux monsieur en noir et blanc avec la voix chevrotante en train d'expliquer que le capital n'est pas une bonne chose. Que le capital reste dans le capital et provoque une aliénation des travailleurs. Voilà. Et pourtant il était supposé être de droite réactionnaire. Il avait une bonne analyse de la situation. Comme Clémenceau était un anticlérical farouche, et puis il était de gauche aussi. Vous voyez, c'est De une Gaulle et question. Clémenceau, c'est les deux figures qui reviennent le plus dans votre Ben, je trouve que bouche. historiquement, bon, ils ont fait des conneries, hein, comme tout homme politique, mais c'est vrai qu'ils avaient une conviction. Enfin, Clémenceau, c'est comme le rédacteur en chef de l'horreur avec le fameux J'accuse de Zola, et quand on lit son histoire, elle est absolument passionnante. C'est bien un personnage dans 20 ans j'aimerais interpréter. Enfin bref, et De Gaulle, Vous aimeriez interpréter ah Clémenceau? ouais, je trouve qu'il a eu beaucoup d'humour. Écoutez, quand il y a un président de la République qui est tombé une crise cardiaque avec une prostituée, je crois qu'il s'appelait Félix Faure, Ouais. il a dit il se rêvait César, il est mort pompé. Faut oser des trucs pareils il y a 100 ans. Votre Voilà. film est aussi une satire assez impitoyable du monde des médias et des journalistes. En tout cas, je l'ai vu comme ça. Les journalistes des chaînes d'infos, obsédés par les buzz, les polémiques, un monde de médias fait de compromissions avec le pouvoir en place. La critique du journalisme, elle est vieille quasiment comme le journalisme. Balzac la faisait très bien Ouais, déjà au mais 19e siècle. Cécile rend hommage aux journalistes, parce que je pense qu'elle dit, moi je suis une vraie journaliste, et au nom de l'éthique que je Alors me vous fais, je avez dis la raison, vous vérité. en sauvez une, Ah la oui, figure de ouais, Cécile absolument. qui va enquêter et donc changer la donne de cette campagne présidentielle. Et je me suis interrogée pour quelqu'un qui n'a pas la télé Mm. depuis 25 ans, comment vous avez fait pour imiter si bien les journalistes, les présentateurs des chaînes d'infos, de Ouais, BFM Business ouais. et même les présentateurs du débat d'entre-deux tours que vous faites très bien. Deux super acteurs, Shérif et Julia. Julien Molko. Ouais. Non, mais quand on n'a pas la télé vous a. Donc voilà, de toute façon, je suis cuit. Un avion, un hôtel, une gare, un moment d'ennui, un moment de distraction Et ça y mentale, un est, et relâchement de paf, carrière, crac, et pof, paf. on se prend la télé avec son flot d'anxiété. Mais je les ai vus, les journalistes, je les ai vus. Et j'ai vu l'éveil des chaînes de la télé. Moi, j'étais proche de Alain de Greff, grand personnage de la télévision, qui a créé notamment iTélé, qui est devenu maintenant CNews, etc. Donc je les ai vus, j'ai vu les préoccupations, j'ai vu ces gens parler, cette nécessité sans arrêt de scénariser le quotidien avec beaucoup d'anxiété. Et c'est pour ça que je vous dis, au foulagent, quand je vous regarde, je sais pas comment vous faites, etc. Mais ça me rappelle quand j'étais aux urgences antidomédecine, vraiment des fois j'avais du mal à supporter le flux de drames qui arrivait toutes les minutes et toutes les heures. Donc voilà. Il n'y a pas que la politique et les médias dans ce film, il y a aussi l'amour. Ah bah oui, Et largement, oui. notamment les premières histoires d'amour qui n'aboutissent jamais mais qui laissent des cicatrices indélébiles. Il y a aussi ça dans ce film. Ouais, ouais, mais ça m'est arrivé, ouais, des histoires qu'on s'efforce d'oublier, puis tout d'un coup elles ressurgissent très fort, quoi. Les premières histoires, c'est le plus important. On est innocent, on croit encore en plein de choses, on croit à une forme d'amour. Après, l'amour, l'amour, mon père m'avait dit, c'est de l'amitié qui dégénère. Je trouve que c'est une définition assez juste. C'est l'infini à la portée des caniches, disait Céline. Ah bon, L'amour. Il y a une vraie part romantique chez vous, Albert Dupontel. Votre cinéma fait parfois penser au roman de Michel Houellebecq, qui est aussi pessimiste que vous, qui est aussi critique de l'époque que vous. je suis pas du tout un fan de Houellebecq. Pardon, mais il place lui aussi ses livres, au cœur de ses livres, l'amour qui sauve. Ben, Chaplin disait que la vie n'a aucun sens et l'amour peut lui en donner un. Ouais, effectivement, mais quand on parle de l'amour, c'est pas au sens béni oui, c'est juste aimer les belles choses. Le monde dans lequel on arrive très vite est un monde qui est pollué par la publicité, par qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Plus tard, faut gagner de l'argent. Et ça, c'est une anti-définition de l'amour, justement. Et l'amour, bah, c'est tout d'un coup, quand il fait beau, de plus en plus beau, malheureusement, mais c'est en profiter. À profiter, le divin, c'est la nature. C'est une phrase de Jung, c'est profiter de ça, etc. Voilà, et la culture, vraiment, le plus tôt possible dans l'âge des enfants, c'est extrêmement important. Oui, il y a eu des Mozart, oui, il y a eu des Beethoven, oui, il y a des Vinci, il y a des Michel-Ange, oui, il y a aussi Hitler. Bon, mais voilà, Dieu a peut-être créé la terre, mais il a laissé le diable, on va dire. Voilà. Question de fin, vous répondez sans trop réfléchir. Ça s'appelle Les Impromptus. Votre film est dédié à Bertrand Tavernier, Jean-Paul Belmondo et Michel Deville. Pourquoi? Ils ont beaucoup marqué à la fois mon affectif et ma culture de cinéma, et puis ils sont partis tous les trois, donc je me devais de leur rendre hommage. Quand il y aura marqué à moi,
vous comprendrez que ça serait moi qui serais parti. Je compte sur vous pour les condoléances. Vous pouvez compter sur nous. Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse, disait Godard. Vous êtes d'accord avec lui? Tout à fait, pour une fois. Et je suis pas un fan de Godard. Je n'ai rien compris à ce qu'il voulait faire. Si vous étiez candidat à la présidence de la République, quel serait votre slogan de campagne? Adieu les cons? Non, ça serait méprisant. Non, prenez la parole, voilà. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi? Liberté. Dans votre film, on pourrait croire que c'est fraternité que vous Aussi, auriez mais en choisi. premier, liberté. Le moment second tour, vous devez choisir un des deux, De Gaulle ou Clémenceau? Les deux. Victor Hugo ou Céline? Hugo, Anatomie d'une chute ou Oppenheimer? les deux. Scorsese ou Ridley Scott? Scorsese, Cécile de France ou Virginie Efira? les deux. Ah, c'est dur, hein? La Belgique, on va dire. La Belgique. Charlie Chaplin ou les Monty Python? Les deux, vraiment. C'est quoi vos gestes écolos? Le truc de petits bobos, je roule en électrique, je mange bio, je prends plus l'avion. C'est pénible, hein, parce qu'aller à Nice sans avion, enfin que la SNCF fasse un effort. Jean Covici préconise 4 vols dans une vie. J'ai déjà brûlé ma cartouche, alors c'est foutu. L'enfance décide, disait Sartre, vous êtes d'accord? Oui, très largement. J'aime pas Sartre non plus, mais quoique les mains sales, c'est un bouquin qui m'a fasciné. Mais ouais, l'enfance, tout est dans l'enfance. Neuroplasticité du cerveau et puis les codes que le monde extérieur nous envoie, c'est souvent des mauvais codes, quoi. Quel père êtes-vous? Je fais ce que je peux. C'est une définition de l'héroïsme d'après Churchill. Voilà. Je fais ce que je peux en sachant que c'est incomplet, très largement. Elon Musk, il vous fascine ou il vous angoisse? Il m'angoisse. La mobilisation des acteurs, des scénaristes et des auteurs aux États-Unis, vous comprenez? Oui, mais c'est vraiment une autre culture. Ils sont inquiets par rapport à ChatGPT, etc. Voilà. Dont je me suis servi pour la traduction grec ancien du film. Voilà. Vous parlez du grec ancien. Voilà. Albert Dupontel, Dieu vomit les tièdes, écrit Saint Jean dans l'Apocalypse. Vous aussi? Je vomis la religion. C'est clair, voilà. Le film s'appelle Second Tour. Il sort le 25 octobre sur les écrans. Il est très réussi. Merci Albert Dupontel d'avoir été avec nous ce matin. Et très belle journée à vous. On attend les infirmières. Voilà, on attend les infirmiers qui viennent nous emmener. D'ici 20 Ils sont là, minutes. on est là, qu'on en finisse.